Voilà, l'enregistrement commence. Alors, bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous agri, donc le numéro 24. Voilà, ça fait un an maintenant qu'on a démarré ce rendez-vous qui se passe donc toutes les 2 semaines, tout simplement. Alors, sur YouTube et bien entendu aussi en podcast. Alors, on retrouve bien entendu soit des agriculteurs, soit des experts d'un sujet bien déterminé. Et là, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'agriculteurs, mais plutôt de personnes qui connaissent bien le sujet des semences, étant donné que voilà, c'est Guillaume et puis Emmanuel, donc, qui sont de l'UFS, l'Union française des semenciers. Bonjour. 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 Voilà, alors je vais les laisser se présenter un petit peu plus après, mais tout simplement pour vous rappeler que voilà, cette émission, comme je vous l'ai dit, vous pouvez la retrouver en podcast donc sur n'importe quelle application de podcast, donc sur iTunes, sur Spotify et puis d'autres encore, et puis aussi en direct, donc un lundi sur deux sur YouTube, et puis bien entendu en différé sur YouTube, vous pouvez la retrouver. Donc voilà, alors le titre que j'ai trouvé pour lancer un peu l'affaire, c'est donc semer l'avenir. Donc, on va essayer d'expliquer ce qu'est tout simplement l'UFS, la structure, pourquoi, j'allais dire, les semenciers se sont réunis aussi et quel est leur rôle, j'allais dire, au travers de la filière semences agricoles et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter à nous, agriculteurs. Et puis aussi, un deuxième sujet, savoir un peu, sans dévoiler forcément de secret, hein, mais voilà, essayer de savoir sur quoi travaillent les semenciers actuellement et ce qu'ils vont pouvoir nous apporter, j'allais dire, pour l'avenir, avec peut-être quelques petits exemples ou tout au moins des pistes de travail qui nous permettront de mieux comprendre ce qu'est la recherche en termes de semences voilà, prochainement. Bon, Emmanuel et Guillaume, je vous laisse vous présenter rapidement et puis présenter la structure qui est l'UFS. Très bien, merci, bonjour. Donc, je suis Emmanuel Desprez, je suis responsable du pôle amélioration des plantes, donc à l'UFS. Et donc Guillaume Leduf, je suis responsable communication pour l'Union française des semenciers depuis 6 mois maintenant. Ok. Alors, qu'est-ce que réellement l'UFS? Alors, qu'est-ce qu'elle regroupe et quel est son rôle, j'allais dire, au sein de la structure, au sein de la filière, pardon. Oui, donc l'UFS, donc pour Union française des semenciers, donc c'est une fédération en fait d'entreprises semencières, donc qui sont soit impliquées dans la sélection, la recherche variétale, la production de semences et la mise en marché. Donc on a 135 adhérents qui occupent soit un, soit plusieurs de ces métiers et ils agissent pour 6 grands groupes d'espèces qui vont donc des betteraves jusqu'aux semences potagères, en passant par les oléagineux, les céréales à paille, les fourragères et gazons, et le maïs et le sorgho. Voilà, donc on couvre tous ces métiers-là pour cet ensemble d'espèces. Ça fait 10 ans que l'UFS existe, et c'est l'union en fait de différentes fédérations qui auparavant s'occupaient de manière individuelle de chacune d'entre elles. Donc, le rôle, en fait, le rôle de l'UFS, c'est un rôle d'association. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les entreprises qui le souhaitent peuvent adhérer à l'UFS. Et en fait, elles sont là pour mettre en commun un certain nombre de questions qu'elles traitent ensemble, qu'on les aide à formuler, à dégager des positions qu'ils veulent porter auprès des pouvoirs publics ou des représentants du gouvernement, etc. Et donc, nous, en tant qu'association, donc on les accompagne dans ce collectif, dans ce portage de messages communs auprès des pouvoirs publics. Ok. Alors, voilà, donc c'est une adhésion volontaire qui regroupe, j'allais dire, des structures qui ont quelle dimension? Parce que parfois, quand on parle de semences, on parle de très gros groupes. Est-ce qu'il y a des très gros groupes et est-ce que c'est la majorité, j'allais dire, de la production semencière en France? Alors, il y a un peu de tout. C'est ce qui fait la richesse, je dirais, du secteur et puis même de notre quotidien, hein, parce qu'on traite effectivement avec des grands groupes coopératifs français, des multinationales spécialisées dans les semences et également des toutes petites entreprises, notamment dans les espèces peut-être fourragères et potagères, qu'Emmanuel connaît davantage, où on a des petites structures. Donc, une vraie diversité de taille, diversité économique aussi, et puis une implantation qui est quand même très, très variée, puisque on a des entreprises implantées dans le nord, pas forcément loin de chez toi, Thierry, dans le sud-est, dans le sud-ouest. On a vraiment différentes zones, évidemment, qui sont couvertes parce que diversité d'espèces et donc diversité de climat et de sol nécessaires en fait, pour la production de semences.
En fait, D'accord. il y a un peu presque la moitié des entreprises de semences qui sont des entreprises de très petite taille, qui sont des entreprises donc qui font très souvent des structures familiales, hein, donc où il y a en fait une partie, enfin, des membres de la famille et puis quelques employés en plus. Et donc c'est des entreprises qui font moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année. D'accord, donc des entreprises de différentes dimensions. Alors, Mhm. quels sont exactement leurs rôles? C'est quoi? C'est la recherche, la reproduction, j'allais dire, ça se divise certainement un petit peu en différentes activités, l'activité de semencier en soi. Voilà, comme le disait Guillaume, effectivement, il y a trois grands domaines, hein. Il y a le domaine effectivement de la recherche, donc où des entreprises en fait vont travailler sur certaines espèces pour proposer des nouvelles variétés pour les agriculteurs. Il y a une activité de production, c'est-à-dire de reproduire ces variétés pour mettre des quantités de semences sur le marché en quantité suffisante et C'est être de qualité. multiplicateur, ça, c'est ça? Ouais, multiplicateur, c'est ça. Et donc, et ces entreprises-là ne travaillent pas toutes seules, elles travaillent avec tout un réseau d'agriculteurs qu'on appelle agriculteurs multiplicateurs, qui sont des agriculteurs spécialisés en fait dans la multiplication des semences. Il y en a environ 18-19 000 en France, hein, toutes espèces confondues. Et puis, il y a d'autres entreprises qui font la mise en marché, donc la commercialisation des semences. Et donc, effectivement, certaines entreprises sont spécialisées uniquement dans la sélection, dans l'obtention de nouvelles variétés, et puis d'autres, au contraire, vont faire les trois métiers. Elles sont intégrées. La plupart des grosses entreprises, effectivement, ont intégré les trois domaines. D'accord, d'accord. Alors, si on prend j'allais dire, les typologies d'entreprises, est-ce qu'elles sont spécialisées, par exemple, dans les semences potagères? Certaines sont spécialisées dans les semences uniquement de maïs, de céréales? Euh, ou est-ce que certaines font, j'allais dire, un panel plus large et ont une diversité dans leur activité? Il y a des couples qui fonctionnent souvent assez bien, c'est sur les maïs oléagineux, on a une proximité un petit peu dans les technologies qui sont utilisées pour sélectionner les semences sont souvent des espèces à majorité hybrides. Donc la production est plutôt semblable et c'est des zones de production qui sont aussi, je dirais, assez ciblées. Donc, c'est vrai qu'on va avoir des entreprises qui se retrouvent sur le même type d'espèces. Après, dans les potagères, bon, Emmanuel est vraiment spécialiste du sujet, donc il peut en dire davantage. C'est effectivement des entreprises qui sont vraiment centrées sur ces espèces-là, sachant que parmi les potagères, il y a une telle diversité d'espèces que ça paraît difficile de sortir même, d'aller sur les grandes cultures quand on est en potagère. Mais en fait, c'est vrai que la plupart des entreprises qui sont potagères sont uniquement potagères. Alors, ça peut être des filiales de groupes plus importants qui vont avoir d'autres filiales qui s'occupent des plantes agricoles. Mais globalement, les entreprises qui sont dédiées aux potagères, elles ne font que les potagères. Et même parmi ces entreprises-là, il y en a certaines qui sont, qu'on va qualifier de généralistes, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une gamme de jusqu'à une cinquantaine d'espèces potagères différentes. Et à l'inverse, on a certains adhérents qui sont mono-espèces. Donc, on a des adhérents qui ne font qu'une espèce, qui sont très spécialisés dans l'endive, par exemple, une seule espèce, et ils ne font que ça. Voilà, donc vraiment des D'accord. entreprises très spécialisées. D'accord. Dans les semences bio, est-ce que là aussi ce sont des structures, j'allais dire, alors je connais certaines structures qui ont entre guillemets une filiale qui est spécialisée dans les semences bio, hein, entre autres en potagère. Est-ce qu'en général, voilà, ce sont les mêmes entreprises qui font de la recherche, que ce soit en conventionnel ou en bio, ou il y a des spécialisations aussi qui existent à ce niveau-là? Alors, c'est pareil, en fait, voilà, on va avoir des entreprises, effectivement, qui vont proposer des gammes dites conventionnelles et des gammes bio. En matière de sélection, aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise qui soit uniquement dédiée à faire de la sélection que dans le bio. Très souvent, il y a une partie de tronc commun dans la sélection parce qu'il y a aussi beaucoup de critères qui finalement sont les mêmes, des critères de sélection qui sont finalement les mêmes dans le bio ou dans le conventionnel. Et puis, c'est plutôt vers la sortie du programme de sélection, hein, donc au bout de 10-12 ans, qu'il y a un certain nombre de variétés qui, pour des questions de rusticité, de plus de résilience, etc., vont être plutôt fléchées, on va dire, vers des utilisations bio, ce qui n'empêche pas de les utiliser en conventionnel du tout. Et puis d'autres qui sont des variétés, effectivement, qui vont demander plus un itinéraire de suivi de type conventionnel que le bio. Voilà. Mais donc, ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise aujourd'hui qui soit dédiée à sélectionner que pour le bio.
D'accord. Bon, on en reparlera peut-être un peu dans la typologie de recherche et voir si l'un peut servir à l'autre. Mais avant, ce que je voudrais aborder, c'est aussi de savoir, ça y est, j'ai oublié le fil de ma question, c'est aussi de savoir un peu au niveau du fonctionnement. Non, ça y est, j'ai oublié ma question. Va falloir que je fasse une coupure entre deux. Non, c'est quand on revient sur l'aspect légal. Alors, il y a parfois j'allais dire, des commentaires assez virulents sur les phytos, bien entendu, mais aussi sur les entreprises qui font de la semence, en disant qu'il y a une forme de réservation du vivant. Certains disent il y a une privatisation du vivant, si je ne me trompe pas. Alors que bon, en France, on a quand même une législation qui est peut-être un peu différente d'autres pays, où moi, en tant qu'agriculteur, je peux légalement reprendre une semence que j'ai achetée, donc j'ai semé mon blé, hein, en l'occurrence, c'est plutôt pour le blé parce que d'autres semences sont parfois plus complexes, que je vais reproduire moi-même et que je vais réutiliser l'année suivante, moyennant une taxe qui sera reversée a priori, je pense, aux entreprises qui font de la recherche de semences, mais j'ai la possibilité de faire cette reproduction-là. Après, au niveau j'allais dire entre guillemets des semences libres, il est autorisé aussi à des agriculteurs de pouvoir les reproduire eux-mêmes s'ils vont chercher à l'INRA, je ne sais pas, une ancienne variété, sur des semences paysannes par exemple, on peut aussi la reproduire. Par contre là, il est interdit à l'agriculteur de revendre à l'extérieur. C'est bien ça le fonctionnement? Je me trompe pas? En fait, le fonctionnement, il est déjà que la réglementation interdit de commercialiser des semences qui ne sont pas inscrites au catalogue. Donc ça vaut pour tout le monde. C'est indépendant du fait que la variété soit protégée ou pas protégée. Mais le principe de base, effectivement, c'est qu'une variété ne peut pas être mise en marché si elle n'est pas inscrite au catalogue. Même si c'est une variété ancienne, il y a des variétés très anciennes qui sont inscrites au catalogue. Donc ça, c'est le postulat de base, en fait, de départ posé par la réglementation européenne et du coup par la réglementation française, puisqu'elle est la traduction de la réglementation européenne. On pourra revenir sur le catalogue tout à l'heure si tu veux. Ensuite, à côté de ça, effectivement, il y a certaines variétés qui sont protégées, en fait, parce qu'effectivement, le sélectionneur qui a obtenu cette variété, en fait, veut protéger le travail de sa recherche. Et donc, effectivement, une variété qui est protégée, en fait, ne peut en principe pas être reproduite librement. Donc, sauf effectivement à payer des redevances dans le cadre d'un accord avec l'obtenteur. Voilà. Donc, effectivement, déjà, si une variété n'est pas protégée, elle peut être reproduite par qui veut. D'accord. Aujourd'hui, il y a des espèces où c'est beaucoup le cas. Donc, pour ta question sur un agriculteur qui veut reproduire une variété, etc., donc effectivement, si la variété n'est pas protégée, il n'y a pas d'obstacle à fait qu'il puisse la reproduire. Ensuite, par contre, si elle est protégée, effectivement, donc là, il y a des dispositions qui ont été prévues, qui ont été mises en place pour que effectivement, l'agriculteur puisse prélever une partie de sa récolte pour la ressemer. Simplement, il ne peut pas spolier complètement de son capital recherche, en fait, le sélectionneur qui a fait le travail de sélectionner cette variété et de la produire. Donc, il y a des accords, en fait, qui sont mis en place, et le blé, c'est l'exemple le plus courant, le plus connu. Il y a des accords, effectivement, pour que l'utilisation, en fait, de semences par l'agriculteur, de ses propres semences, fasse quand même l'objet, effectivement, d'un versement au sélectionneur. Quelque part, ça permet d'avoir, pour moi, en tout cas, bonne conscience de dire, je peux continuer à faire la reproduction de semences comme le faisait mon père, hein, j'allais dire, c'est une habitude. Je le fais pas forcément pour tout, et c'est vrai qu'il y a des choix de variétés parfois qui ne sont pas même en blé, mais tout en sachant que je suis pas hors légalité, et ça me permet, j'allais dire, de savoir aussi quelque part, en ayant une taxe, de savoir que celui qui a fait la recherche quand même, parce qu'il y a du temps, je pense qu'on va en parler, mais il y a des gros travaux, il y a des investissements qui sont faits, hein, pour pouvoir rémunérer quand même celui qui a tout au moins mis en place ces variétés, et pas lui voler non plus le travail qui a été fait pour développer, pour améliorer le rendement, la résistance à l'averse ou je ne sais trop quelle maladie. Et puis quand surtout, même assez important. effectivement, puis contribuer, en fait, parce que ce prélèvement sur la collecte, effectivement, il contribue à financer la recherche future.
Oui. Donc, ça veut dire qu'effectivement, même dans le cadre d'une production de semences de ferme, ça permet effectivement de participer au financement de la recherche future. Et je crois qu'en 2018, on évaluait qu'il y avait 80% des agriculteurs, enfin des producteurs de blé, en fait, qui ont utilisé une variété récente ou nouvelle. Donc, Oui. ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt pour l'innovation, même pour des agriculteurs qui font des semences de ferme. Donc, Mhm. ils contribuent par ce biais-là, effectivement, à continuer à promouvoir finalement le développement de la recherche pour les années futures. Ouais, de toute façon, on le voit en blé. Je veux dire, il y a des variétés qui sont mythiques, qui sont restées très longtemps au catalogue, mais elles finissent aussi par évoluer. Nous, on se rend bien compte, enfin moi, je me rends compte avec un peu, un peu de recul, que voilà, une variété fait 2, 3, 4, 5 ans, parfois 10 quand c'est en blé, hein, quand c'est extraordinaire. Mais en général, après, bah, elle finit par disparaître parce que tout simplement, soit une maladie s'est développée et puis elle a pu s'attaquer, ou alors d'autres variétés viennent la remplacer. Et donc, elles n'ont pas une vie éternelle. J'imagine qu'il y a d'autres espèces. Je vois en carottes, par exemple, on a des variétés qui sont quand même beaucoup plus anciennes et on a moins de retours. Alors, peut-être parfois pour des choix de couleur, de goût, mais on a moins de choix. Et forcément, ce sont aussi des recherches qui sont sûrement moins présentes parce qu'il y a moins de volume d'achat aussi dans ce type de produits, quoi. Il y a plusieurs raisons. Il y a le fait effectivement que la sélection, de toute façon, c'est un processus long, donc il prend 10, 12 ans. Sur des espèces comme la carotte, qui en plus est une bisannuelle, donc on n'a qu'un cycle tous les 2 ans. Voilà. Et ensuite, il y a aussi des contextes pour certaines espèces, effectivement, où l'évolution qui est exigée par l'environnement, en fait, va plus vite. Un exemple classique, c'est les laitues, où on a une maladie du feuillage qui est le brémia, qui est en fait un champignon qui évolue très très vite. Et donc chaque année, il y a des nouvelles souches de ce brémia qui apparaissent et qui attaquent en fait, ou qui contournent plutôt des résistances qui avaient été trouvées auparavant. Donc c'est une espèce de course contre la montre pour essayer de trouver en permanence des résistances, des nouvelles sources de résistance à ce champignon. Et donc on doit en être à 35 ou 36 sources de résistance différentes qui ont été à chaque fois, entre guillemets, contournées par le champignon. Et là, c'est typiquement un cas particulier de ce champignon avec la laitue. D'accord, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu le principe de recherche? Voilà, on en a parlé un petit peu, ça peut mettre pour une variété entre 10 et 12 ans. Comment procède j'allais dire, un semencier pour créer une nouvelle variété, une nouvelle variété de pommes de terre, de blé, peu importe, mais qu'est-ce qu'il va? Il va partir de deux variétés différentes, de plusieurs? J'imagine qu'il doit y avoir des scénarios un petit peu différents. Déjà, avant de partir de savoir ce qu'il va croiser ou de ce qu'il va associer comme caractéristique, il faut qu'il comprenne quel est le besoin. Et pas le besoin d'aujourd'hui, mais le besoin pour dans 10 ans. D'accord? Donc ça, c'est fait on va dire, une espèce de cahier des charges, quoi, qui est défini avec les chefs produits, avec les gens qui connaissent l'évolution des marchés, enfin, qui ont une vision, une longueur d'avance sur la vision, sur ce que seront les besoins des producteurs dans 10-12 ans. Et ensuite, lui, effectivement, son travail, ça va être effectivement d'aller chercher les caractéristiques qui vont répondre à cette demande, à ce besoin, dans différentes plantes qu'il connaît, qui peuvent être effectivement soit des plantes qui sont déjà cultivées, des variétés déjà cultivées, qui proviennent de différentes régions du monde, mais ça peut aussi être ce qu'on appelle les ressources génétiques, donc qui peuvent être soit des vieilles variétés qui sont conservées dans les collections, soit carrément des plantes sauvages. Et là, effectivement, quand on repart de plantes sauvages, ça allonge le temps parce qu'on part sur des plantes qui ont des caractéristiques qui ne sont pas du tout des fruits qui ne sont pas de la taille de ce qu'on veut consommer aujourd'hui, des fruits épineux ou des caractéristiques qui ne sont pas intéressantes. Donc, on va aller chercher juste les quelques caractéristiques qui sont intéressantes dans la plante sauvage, mais il va falloir prendre du temps pour contre-sélectionner tout ce qui n'est pas intéressant. Donc en fait, c'est une espèce de mythique. Le mythique, le sélectionneur, c'est un mythique des plantes. Donc il va aller chercher en fait des associations de plantes qu'il va chercher effectivement à croiser pour retrouver ces caractéristiques associées dans les descendances dans la descendance. Et puis ensuite, il va procéder comme ça par itération successive de façon à amener progressivement la descendance au plus proche du cahier des charges qui lui a été défini au début.
D'accord. Rarement on est rarement pile dessus, hein. Parfois on est au-dessus, parfois on est un peu en dessous, etc. Et donc ensuite, bien sûr, tout ce travail, d'abord il ne le fait pas seul, il le fait avec toute une équipe donc, de gens qui vont apporter des compétences en santé des végétaux, donc des gens qui connaissent les maladies des plantes, des gens qui ont des compétences en biologie moléculaire, biologie cellulaire, en agronomie, en physiologie de la plante, etc. Mais aussi, surtout, il va s'appuyer sur un réseau d'agriculteurs avec lesquels il va pouvoir tester ses prototypes en quelque sorte, hein. Donc, il va sortir tout un tas de prototypes. Et puis, il y en a 99% qui vont passer à la trappe dès la première ou dès la deuxième année. Parce que le vrai juge là-dedans, c'est l'agriculteur qui va mettre, ou les agriculteurs dans un réseau, qui vont mettre ces prototypes dans leurs propres conditions d'utilisation et ça passe ou ça casse. D'accord. Donc, le nombre, j'allais dire, de variétés qui vont sortir avec un nom à la fin et qui seront commercialisées par rapport au nombre qui ont été travaillés et recherchés, c'est vraiment minime, quoi. 1%. 1%, d'accord. Bon, c'est déjà pas mal. Mais Oui, il y a quand même, voilà. à peu près. Et j'imagine que on va essayer aussi éventuellement de partir par plusieurs voies pour arriver à un même résultat sur différentes, j'allais dire, origines ou souches pour dire de ne pas perdre de temps. Parce que là, le phénomène, c'est combien? C'est une dizaine d'années aussi au niveau de la recherche pour arriver jusqu'au bout à une variété qui a un nom. Oui, oui, c'est ça. On arrive à une dizaine d'années. Donc, j'imagine il va tester d'en sortir une centaine ou de faire une recherche sur une centaine pour être peut-être sûr d'en sortir quand même une à la fin, quoi. Alors, quand je dis une centaine, ce n'est pas une centaine de plantes, c'est une centaine de croisements, De hein. croisement, ouais. Bien sûr, on en fait des milliers et des milliers chaque année, hein. Donc, il y a des milliers et des milliers de plantes qui sont testées, etc., chaque année, évaluées. Et voilà, comme je disais, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. D'accord. Est-ce qu'il y a un moyen de faire accélérer un peu ce système-là? J'ai vu des reproductions, enfin, au niveau des semences, entre autres, alors si je ne me trompe pas, c'était sur du potimarron, où pour avoir les quantités de semences à la fin, pour pouvoir faire évoluer les choses, on passait de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord, ou l'inverse, pour pouvoir gagner 6 mois. Et donc, on pouvait gagner, j'allais dire, un peu de temps grâce à ce petit subterfuge, quoi. Oui, effectivement. Alors, notamment, on parlait des carottes tout à l'heure, par exemple, donc des espèces bisannuelles, donc où on a normalement qu'un cycle tous les 2 ans. Donc, effectivement, utiliser la contre-saison, l'hémisphère sud, pour produire des générations pendant la période de l'hiver, nous, dans l'hémisphère nord, oui, c'est quelque chose qui se pratique couramment, enfin, en tout cas pour certaines espèces. Ouais. Ouais. Après, il y a des espèces qui ont des cycles plus courts qu'une année, donc effectivement, sous nos climats à nous, on pourrait les cultiver qu'une fois. On peut aussi avoir un cycle en plein champ, un cycle en serre en hiver, etc. Donc, on peut effectivement aller plus vite par ce canal-là, oui. D'accord. Ça, c'est un travail, j'allais dire, plutôt de laboratoire, quoi, de recherche aussi, mais est-ce que ça va chercher sur des espèces extérieures? Tu parlais tout à l'heure d'espèces anciennes ou sauvages. C'est souvent qu'on va essayer d'aller chercher un critère dans des espèces qui ne sont pas forcément courantes? Ah oui, c'est souvent. C'est très souvent. D'accord. C'est très souvent. Ouais. D'accord, donc on va aller chercher dans la nature réellement l'optimum qui va nous permettre de lutter contre, si je ne sais pas si la recherche c'est contre une maladie précise, on va essayer de trouver le gène qui correspond et pouvoir, j'allais dire, l'induire dans une nouvelle variété, quoi. Ouais, je vais te donner un exemple. On a par exemple une échalote, une variété d'échalote qui est résistante au fusarium, qui a été primée au Salon du Cival à Angers en 2012. Cette échalote, en fait, elle est résistante au fusarium parce que, en fait, on a réussi à trouver une espèce de petite aille sauvage qui pousse dans les contreforts de l'Himalaya, qui a une résistance au fusarium. Et donc, on a réussi à croiser avec l'échalote, mais il a fallu 17 ans entre le moment où on a fait le croisement avec le petit ail sauvage de l'Himalaya et le moment où l'échalote elle a été primée au Cival. Il a fallu 17 ans pour arriver à revenir vers quelque chose qui soit quand même qui soit une belle échalote consommable, voilà. Et donc et effectivement, plus on part de plantes qui sont sauvages, comme je le disais tout à l'heure, plus ça demande voilà, un travail de longue haleine pour arriver à repartir. En fait, on refait un peu le travail de la domestication, hein, Mhm. que les premiers hommes ont fait dans le néolithique il y a 10-12 000 ans. D'accord, ouais, On ne met pas 12 000 ans pour le faire, quand même. heureusement, parce que sinon, je pense qu'on aura encore un peu de temps à attendre après Voilà. l'évolution. Alors, on parlait au départ de cahier des charges.
j'allais dire, qui est le plus grand prescripteur du cahier des charges? Est-ce que c'est l'agriculteur? Est-ce que c'est le consommateur? Est-ce que c'est le conditionneur? Parce qu'il y a voilà, celui qui conserve. Je sais que là, dernièrement, j'ai vu une variété de potimarron qui était sortie aussi. On parlait du Cival, là au Cival dernièrement, parce qu'elle avait une capacité à mieux tenir dans le temps au niveau de la conservation. Et c'est un critère hyper important pour, j'allais dire, pour développer un marché, parce que si on l'a que sur une période courte, c'est compliqué. Voilà, qui est d'après vous au niveau des demandes, est-ce que c'est plutôt voilà, le consommateur, transformateur qui a ces besoins-là? C'est une question un peu complexe. Enfin, on peut faire une réponse de Normand, c'est-à-dire qu'il y a une demande qui part de très très loin, enfin, ou qui est celle du consommateur, qui va être anticipée par le transformateur, et de fait qui va je dirais la répercuter en fait sur les semenciers. Donc c'est vrai que ça, c'est une partie du cahier des charges qui est sur le produit fini, on va dire, et la qualité du produit qui va être issu de la semence. Et après, on a un autre cahier des charges qui est plus proche, nous, de nos métiers, enfin, des métiers que les entreprises font. C'est en production. On a un cahier des charges qui est très restrictif pour que la qualité de semence soit optimale à la récolte, que la qualité de semence, ça veut dire sa capacité à germer, et aussi sa qualité sanitaire, en fait, pour que l'agriculteur, une fois qu'il achète sa semence, soit déjà sûr de la variété et qu'elle ait véritablement tout le potentiel qu'il a souhaité acquérir. Voilà, donc il y a deux types de cahiers des charges. Il y en a un qui vient de très très loin et qui doit être anticipé, comme le disait Emmanuel, parce qu'il faut avoir ce sens de cette préscience, je dirais, de savoir ce dont on aura besoin dans 10 ans et ce que les consommateurs vont attendre dans 10 ans. Et après, il y a un cahier des charges très proche, très propre à la production de semences pour arriver à un produit fini de haute qualité. Okay. Si on revient à la sélection, on va prendre un exemple sur l'histoire des maladies, les résistances aux maladies. Le cahier des charges pour le consommateur, c'est pas d'avoir une échalote résistante au fusarium, pour reprendre l'exemple que j'avais tout à l'heure. Son cahier des charges à lui, c'est de dire qu'il veut manger des légumes sans pesticides. Ça, c'est l'attente du consommateur, doublé d'une attente du citoyen qui est que c'est mieux pour la planète, etc., pour la biodiversité, etc. Si on traduit ça du point de vue du producteur, ça veut dire une contrainte en termes de cahier des charges, utilisation des pesticides, réduction des phytos, etc. Et donc, si on remonte ça ensuite au niveau du semencier, la réponse, ça va dire, est-ce que je peux apporter une résistance au fusarium, là dans l'exemple que je prenais sur l'échalote, si oui, comment je peux le faire, etc. Et donc, en fait, c'est une façon indirecte de répondre au cahier des charges du consommateur, mais qui, par effet de ricochet, est devenu aussi un élément du cahier des charges de l'agriculteur, etc. Après, effectivement, sur les transformateurs, il y a un certain nombre effectivement d'opérateurs économiques, notamment tout ce qui est l'industrie agroalimentaire, qui a besoin donc de spécifications pour des farines, pour des huiles, pour le sucre, pour voilà. Donc, effectivement, qui va du coup avoir des exigences en termes de qualité d'approvisionnement, qui du coup, effectivement, deviennent des éléments d'entrée pour l'agriculteur et du coup aussi pour son choix variétal et par effet de conséquence pour la sélection chez le semencier. Ce que je voulais aussi relever par là, c'est que quelque part, si les tomates n'ont parfois plus de goût actuellement, même si à mon avis on revient un peu sur cette façon-là, c'est pas à cause du semencier, ça a bien été une demande, je suppose, soit de l'agriculteur peut-être en partie, ou tout au moins du distributeur qui veut absolument de la couleur. Il faut absolument que les tomates tiennent 2 ou 3 jours dans son étal, qu'elles soient fermes, et peut-être aussi du consommateur quelque part, parce qu'il achète avec ses yeux, donc il va acheter d'abord une couleur et peut-être une fermeté avant d'acheter un goût, j'allais dire, entre guillemets, malheureusement, quoi. Pas facile à goûter en supermarché non plus. Mais l'image du goût de la tomate, elle a été complètement dégradée ou même détruite, on peut dire, dans les années 70, fin des années 70, lorsqu'il y a effectivement une variété de tomates que tout le monde connaît qui s'appelle Daniela, qui a été sortie effectivement parce qu'elle avait un gène qui lui permettait effectivement d'évoluer très très lentement quand elle est sur l'étalage. Mais en fait là, clairement, c'était une réponse à la question des expéditeurs.
qui ne voulait pas se trouver avec des pertes en expédition. Et donc, ce gène est connu chez la tomate, hein, donc il a simplement été sélectionné pour répondre à cette demande-là. Sauf qu'au passage, effectivement, on a complètement dégradé l'évolution de la tomate en termes d'arôme, en termes de goût, etc. Et donc, ça a répondu effectivement à un besoin, mais ça n'a pas répondu à un autre. Et du coup, aujourd'hui, effectivement, on est en train de revenir là-dessus. Et il y a un énorme travail qui a été fait depuis. Mais n'empêche que comment dire, l'image est encore bien présente. L'image est encore difficile encore difficile de s'en détacher. Ouais. Ça illustre bien la difficulté du métier de semencier, enfin de sélectionneur en tout cas, qui est en fait les caractères ne se sédimentent pas. C'est-à-dire que si à un moment on a travaillé sur mettons sur l'aptitude à la conservation, on a potentiellement ça a potentiellement des répercussions sur le goût. Donc le but c'est d'arriver à l'équilibre de tous ces caractères. Tu parlais beaucoup du blé, on sait que la courbe rendement protéine, le taux de protéines est inversement proportionnel au rendement. Voilà, on ne peut pas malheureusement tout avoir, ou en tout cas pas aujourd'hui. Et donc c'est là toute la science à nouveau du sélectionneur, de savoir jusqu'où il doit aller et sur quel caractère il doit un peu pousser les critères pour vraiment avoir la variété qui soit la plus stable et la plus performante possible aussi. Il y a des compromis à faire, et d'ailleurs les compromis, les agriculteurs le font aussi, parce que quand ils font le choix d'une variété, ils n'ont jamais la variété idéale, hein. Ils font un compromis par rapport à leurs propres attentes, etc. Et donc, dans toute la gamme qu'ils ont, ils font des choix qui sont un équilibre entre leurs propres critères. J'allais poser une question un petit peu intermédiaire en disant à quoi en serions-nous s'il n'y avait pas eu de recherche sur les semences en termes de rendement ou de développement de l'agriculture à l'heure actuelle? Est-ce qu'on serait encore avec des rendements de 40-50 quintaux comme après-guerre, où il y avait déjà eu de la sélection quelque part naturelle de par l'homme parce qu'il a pris les meilleures espèces, mais je pense qu'il y a eu une évolution de la technologie quand même qui a permis d'accélérer le processus et d'en avoir des meilleurs résultats, quoi. On en serait encore à avoir des récoltes qui sont détruites. Alors, bien sûr, il y a la chimie qui joue dedans aussi, mais il y a quand même des gènes de résistance qui sont présents. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir une image de ce qu'on serait? On serait encore après-guerre, ou on aurait quand même évolué un petit peu si on n'avait pas utilisé les technologies? C'est difficile à dire parce qu'en plus, c'est la génétique des plantes, elle s'inscrit, comme tu le dis, dans un système. C'est-à-dire qu'effectivement, l'évolution de l'amélioration des plantes au cours des 40 ou 50 dernières années, elle s'est faite parallèlement à l'évolution des connaissances en agronomie, par rapport à effectivement la meilleure connaissance sur les besoins des plantes en matière de fertilisation, en matière d'eau, la protection, effectivement, des cultures, phytosanitaires, etc. Donc tout ça, ça a évolué de façon conjointe dans un système. Alors aujourd'hui, ce système, il est remis en cause par certains, peut-être justement, là-dessus je ne me positionne pas, mais donc effectivement, c'est difficile d'attaquer juste un maillon en disant c'est ça qui est la cause. Alors c'est un système qui a évolué de façon conjointe, et donc si demain on veut changer de système, et d'ailleurs il y a d'autres systèmes qui existent, même aujourd'hui en France, il n'y a pas qu'une seule forme d'agriculture, eh bien, c'est l'ensemble qu'il faut prendre en considération, et ce n'est pas juste la génétique ou juste l'agronomie ou juste la protection des plantes. D'accord. Au niveau des visions à long terme, j'imagine qu'on est plus à dire on va rechercher des plantes qui sont résistantes, plutôt que de dire, comme on l'a fait certainement il y a 20 ans ou 30 ans, de dire ce qu'on veut, c'est un rendement maximisé, quoi. J'imagine qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire aussi avec l'évolution de la société, de dire même les agriculteurs veulent peut-être déjà, ils ont moins de capacité à pouvoir traiter parce qu'il y a moins de disponibilité de chimie, et il n'y en aura certainement pas beaucoup plus demain. Donc il va falloir qu'on utilise d'autres phénomènes, et entre autres la recherche et les variétés. Moi, je peux le voir un petit peu en bio. On arrive à des résultats qui sont quand même assez concluants malgré tout, alors que j'imagine qu'après-guerre, on n'aurait pas du tout les mêmes choses, quoi. Je pense qu'on a gagné un peu Effectivement, c'est cette vision de se dire que le rendement à tout crin, c'est sans doute pas souhaitable, et qu'il y a peut-être un léger retour en arrière. Ce qu'il faut considérer quand même, c'est que les résistances préservent le potentiel en fait
d'une culture. Donc, malgré tout, on améliore ce rendement. Donc, en travaillant à nouveau sur l'ensemble des critères, on va améliorer vraiment ce potentiel initial. Et quand on lui ajoute dans la vision qu'évoquait Emmanuel, un peu combinatoire, comme on peut dire, je dirais la protection des plantes avec le biocontrôle, par exemple les biostimulants, qui sont des alternatives un petit peu à la chimie, des nouvelles méthodes culturales, ça permet effectivement de franchir un palier et de s'appuyer sur ces nouveaux critères voilà, qui changent un peu le paradigme de l'agriculture d'aujourd'hui. Ok. Je pense qu'effectivement, on est aujourd'hui un peu plus prêt, même en agriculture conventionnelle, à faire un peu la part des choses en disant, bon, je peux tolérer une perte de rendement de quelques pourcents parce que j'ai quelques milligètes dans mon colza ou parce que j'ai voilà, ou quelques pyrales dans mon maïs, etc. On est moins dans une logique comme on était effectivement il y a quelques dizaines d'années, où finalement, il fallait qu'une culture soit propre. Voilà, on nous apprenait à l'école qu'il fallait qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes, qu'il fallait qu'il n'y ait pas. Donc, finalement, quelque chose qui était un peu trop, qui était certainement beaucoup trop monolithique. Et ça, je pense qu'on est aujourd'hui en train d'en revenir, et même, encore une fois, même en agriculture conventionnelle. Et donc, effectivement, avec des solutions qui sont peut-être moins parfaites, mais qui laissent effectivement plus la place au reste de l'environnement, de l'écosystème, etc. Alors, j'ai envie de poser une question. Est-ce que, alors, il y a une législation au niveau des OGM, on va peut-être reprendre ça en France. Il y a encore, je pense, des gens qui pensent qu'on cultive des OGM. À quoi en est la législation précise au niveau européen, au niveau français, à ce niveau-là? Alors, la législation. Donc, d'abord, la législation européenne, c'est une législation qu'il faut rappeler qui date de 1990. D'accord. Donc, elle a été mise en place. Aujourd'hui, la réglementation date de 2001, mais en fait, c'est une actualisation d'une législation qui a été mise en place en 90. À l'époque, en 1990, si on se replace donc 30 ans en arrière, soit dit en passant, la question qui se posait, c'était l'arrivée des OGM. Et des OGM au sens où une plante qui a intégré en fait un gène qui vient d'un autre organisme. Là, en l'occurrence, les plus courants à l'époque, c'était le maïs, qui avait intégré effectivement un gène provenant d'une bactérie qui lui permettait de se défendre contre la pyrale. La même bactérie, on l'utilise en bio pour la pulvériser sur les champs de maïs pour lutter contre la pyrale. Donc, à l'époque, dans les années 80, on comprenait qu'effectivement, l'ADN, finalement, c'est le même quels que soient les organismes. Donc, finalement, si on peut transférer un gène d'un organisme A vers un organisme B, l'organisme B il va se mettre à produire la protéine que faisait l'organisme A. C'est ce qu'on a fait avec le maïs. Et donc, d'une intention qui était déjà à l'époque de moins pulvériser d'insecticides pour protéger les champs de maïs contre la pyrale. Donc, ce qui se posait comme question aux législateurs à l'époque, c'était ça, un truc complètement nouveau qu'on n'avait jamais fait avant. Et donc le législateur s'est dit bon, il faut réglementer ça. C'était déjà le début du principe de précaution, etc. Donc la réglementation, elle est basée sur l'état des connaissances de la fin des années 80. Et aujourd'hui, on est toujours sur l'état des connaissances de la fin des années 80, 30 ans plus tard. D'accord ? Donc 30 ans plus tard, les outils de sélection, ils ont évolué. On a des techniques beaucoup plus récentes, etc. Qui sont d'ailleurs pas spécifiques aux plantes, parce qu'on les utilise aussi en santé humaine pour soigner des maladies génétiques comme certaines formes de cancer, la mucoviscidose, etc., etc. Et donc en fait, ces outils aujourd'hui, en fait, ils permettent non pas d'aller chercher un gène et de le mettre dans une autre plante, mais ils permettent de corriger un défaut sur place, directement dans le gène. Encore une fois, c'est ce qu'on fait avec les maladies génétiques chez l'être humain. Donc ces outils-là, en fait, effectivement, ils sont plus récents, ils datent des années 2010, grosso modo, sauf que la législation date de 2001 et que finalement, il y a une espèce de mur infranchissable. Il y a un avant 2001 et il y a un après 2001. Et donc, la Cour de justice de l'Union européenne, il y a 1 an et demi, a dit tout ce qui a été inventé après 2001, allez hop, ça tombe
dans le pot commun des OGM. Et donc, ça veut dire aujourd'hui que le problème qui se pose clairement pour l'Europe et pour la France notamment, c'est que les sélectionneurs, en fait, ne peuvent pas, enfin, peuvent accéder à ces outils de sélection, simplement, s'ils veulent développer des variétés aujourd'hui, donc ils doivent les considérer comme des variétés OGM. Et se pose après, donc, au-delà de la question de la réglementation, toute la question de l'acceptation sociétale des OGM, sur lesquels la communication a été clairement désastreuse il y a 30 ans. Et on est encore là-dessus. Et donc, comme la France, effectivement, s'est positionnée de façon très claire en refusant toute forme de culture d'OGM, même s'ils étaient acceptés au niveau de l'Agence européenne de santé sanitaire, d'analyse d'agence sanitaire. Donc, en fait, aujourd'hui, en France, de fait, il n'y a absolument aucun OGM de cultivé. Okay. Par contre, il faut être clair, on en importe des cargos entiers. Ils sont cultivés ailleurs. Ouais, ça, c'est encore un sujet. Et quand tout à coup, on nous annonce aussi que les entreprises de produits chimiques, voilà, ce qui vient de sortir là dernièrement, en France, n'auront plus le droit de produire ce qui est interdit d'être utilisé dans l'Union européenne et n'auront plus le droit de l'exporter, alors qu'on va continuer à importer des produits qui viennent de l'étranger, hein, je ne vais pas citer de pays, mais de l'étranger, et qui comportent l'utilisation de ces produits qui sont interdits en Europe, quoi. À un moment donné, on se pose la question. Alors, j'imagine que, voilà, certes, c'est peut-être pas logique de les produire pour les exporter et les, entre guillemets, peut-être polluer des pays extérieurs, mais en même temps, on accepte de les faire rentrer chez nous, quoi. Moi, je sais que le maire de la commune, à l'époque, avait fait un arrêté anti-OGM sur la commune, et j'ai posé la question, est-ce qu'il allait surveiller dans la supérette qu'il n'y avait pas du soja qui était rentré, ou chez l'éleveur qu'il n'y avait pas du soja qui était rentré. Voilà. Alors, le problème, c'est que bon, si on enlève le soja, ça limiterait peut-être la capacité économique aussi de l'éleveur, parce que ça limiterait dans son activité. Mais bon, on est dans des incohérences qui sont quand même assez flagrantes parfois. Mais bon, ça, c'est la loi, j'allais dire. Voilà, c'est tout. On peut pas faire autrement. Est-ce que pour autant, la recherche a quand même bénéficié d'évolutions technologiques qui permettent de pas pallier à cette, j'allais dire, le choix de ne pas avoir d'OGM, mais est-ce qu'il y a eu dernièrement des innovations technologiques qui permettent de marquer un gène, de pouvoir dire, voilà, on peut le repérer et puis on va aller plus vite dans la recherche que si on n'avait pas j'allais dire, les technologies de maintenant, quoi. Ça, en fait, le marquage des gènes, effectivement, c'est à peu près là aussi milieu des années 70, début des années 80. Hein. Donc le principe, c'est exactement, donc si on imagine que tout l'ensemble des gènes d'une plante, c'est comme un livre, et que chaque gène correspond à un paragraphe du livre, le marquage, ça consiste à aller coller un post-it à l'endroit où on veut repérer le paragraphe qui nous intéresse. C'est exactement le même principe. Donc, au lieu de feuilleter tout le bouquin pour chercher le paragraphe qui nous intéresse, on a collé un post-it à côté qui permet de le retrouver automatiquement quand on le recherche. C'est exactement ce système-là. Donc, le marqueur, voilà, c'est un petit post-it moléculaire qui permet de repérer le gène. Ça existe depuis les années 80. Et on parlait tout à l'heure là, d'accélérer, d'aller plus vite dans le travail de sélection avec des contre-saisons. Ça, c'est aussi un outil qui permet effectivement aux sélectionneurs, pour les espèces sur lesquelles on a la carte génétique, la carte du génome de la plante, ça lui permet effectivement d'aller chercher plus vite dans les descendances dont je parlais tout à l'heure, une fois qu'on a fait les croisements, d'aller tout de suite repérer plus vite les plantes qui vont tout de suite avoir le caractère qu'on cherche à récupérer, la résistance à la maladie, par exemple. La résistance à une maladie, dans beaucoup de cas, c'est juste lié à un gène ou quelques gènes. Donc finalement, si on a mis des post-it aux bons endroits, on va pouvoir tout de suite les repérer. Et au lieu de cultiver des milliers de plantes qui finalement ne s'avéreront pas utiles parce qu'elles n'ont pas récupéré le gène qu'on voulait, eh bien, grâce à ce marqueur-là, on peut les trier très vite et faire du coup pousser que celles qu'on aura pré-identifiées. On réduit l'entonnoir. D'accord. Ouais. On limite la quantité, ouais, et donc on élimine forcément des plantes qui n'ont pas ce gène-là, et donc on gagne du temps sur le travail de recherche. C'est plus efficace. Elle est plus efficace. Les techniques dont je parlais tout à l'heure en santé humaine, là, donc qui permettent d'aller corriger un gène ponctuellement, là aussi, c'est des techniques, effectivement,
qui vont permettre effectivement d'aller corriger un défaut à un endroit, donc directement dans le gène de la plante, hein, sans faire chercher autre chose ailleurs. Et donc, ça, c'est des techniques effectivement qui permettent d'aller plus vite et en plus qui permettent de comparer des plantes, certaines qui l'ont, d'autres qui l'ont pas. Concrètement, par exemple, chez le blé où il y a une sensibilité à l'oïdium, on sait que cette sensibilité est due à entre guillemets, un défaut du gène qui n'existe pas chez l'orge. En fait, le même gène chez l'orge présente une version qui est différente, qui fait que l'orge n'est pas sensible à l'oïdium. Et du coup, en fait, en comparant les deux versions blé et orge, une équipe chinoise a pu montrer qu'il y avait une petite différence dans le gène du blé. Et donc, elle est allée corriger avec cette technique de correction du génome, elle est allée corriger le défaut qui existe chez le blé. Et donc, elle a réussi à trouver donc, des blés qui étaient résistants à l'oïdium. Donc ça, c'est typiquement des choses qui permettent du coup d'aller effectivement d'être plus efficace. Ça ne permet pas forcément d'aller beaucoup plus vite, mais ça permet en tout cas d'être beaucoup plus efficace dans le travail de la sélection. Et du coup, de répondre aussi au plus vite aux enjeux qui se posent aujourd'hui, avec l'évolution, le changement climatique, le fait que les plantes, on va devoir apporter plus vite des réponses à tous les enjeux qui se posent au niveau sociétal et au niveau planétaire. Mais la correction de gènes n'est pas autorisée en Europe non plus, alors? Ou si? Pour la raison que je disais, puisque Ouais, ça reste dans le paquet global, quoi. C'est pas qu'elle n'est pas autorisée, elle est autorisée, sauf qu'elle est considérée Comme une par manipulation génétique. européenne comme OGM. Et donc, ça veut dire qu'on tombe d'abord dans des contraintes d'évaluation des produits du type des OGM, donc avec des essais d'homologation très coûteux qui doivent être mis en place. Concrètement, homologuer un gène obtenu par transgénèse, donc un OGM, hein, en Europe, c'est 35 à 50 millions d'euros pour obtenir l'homologation d'un caractère. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il n'y a que quelques très grosses entreprises qui peuvent se l'offrir. Et ensuite, elles ne peuvent le valoriser que sur quelques espèces. Il y a effectivement un volume de semences important, etc., qui permettra de rentabiliser. Et ça ne règle pas le problème de l'acceptation sociétale, qui fait qu'en France, dès qu'on parle OGM, tout le monde voit rouge, voilà, et que les politiques, du coup, nous prennent des décisions qui n'ont un caractère ni scientifique ni réglementaire, mais qui ont un caractère politique. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres, j'allais dire, évolutions et au niveau de la recherche qu'on a vu apparaître dernièrement et qui permettent des avancées qui sont significatives dans le domaine de la semence? Il y a quand même le numérique qui vient faciliter un peu ce travail de gestion de l'information. Hein, alors après, Emmanuel, c'est mieux que moi, mais sur tout ce qui est captation d'informations sur chacune des variétés, même le marquage moléculaire, la gestion par informatique vient simplifier les choses. Et on a une capacité à traiter un volume de données bien plus conséquent pour un coût bien moindre, ce qui permet de diffuser ce type de pratiques dans des entreprises. C'est plus homogène entre les entreprises, que ça n'est plus l'apanage de quelques acteurs. Et ça permet qu'il y ait un saut qualitatif pour l'ensemble des acteurs. Et c'est vrai que c'est quand même une évolution notable, je crois, pour les entreprises. D'accord. Ouais, donc l'évolution technologique permet à des structures, j'allais dire, un peu moins importantes aussi, de bénéficier de moyens de classifier, de ranger, de traiter aussi les données beaucoup plus facilement que ce qu'on pouvait le faire avant, peut-être avec son petit crayon et puis son papier pour enregistrer les différences. Ok. J'allais dire, qu'est-ce que on pourrait imaginer, donc le titre c'était quand même les semences de l'avenir, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ou qu'est-ce qui est imaginé actuellement dans les sociétés semencières qui est demandé peut-être par les utilisateurs ou par les consommateurs comme type de semence qui est un peu différent de ce qu'on a à l'heure actuelle? Est-ce que c'est vraiment sur la recherche sur des résistances? Est-ce que c'est des nouveaux critères avec plus de goût? Est-ce que c'est je ne sais pas m'imaginer un petit peu. Vous avez peut-être une idée là-dessus? Tu veux qu'on se répondre? Oui, on a clairement la résistance au stress climatique. Hein.
les amplitudes thermiques donc à des instants clés du cycle végétal, c'est vrai que la capacité de la plante à gérer ces stress-là, ça devient indispensable, hein, puisque où il y a trop d'eau, où il n'y en a pas assez. Donc, c'est vraiment la résilience de la plante, sa rusticité à ces moments-là qui fait que, qui je pense est recherché en premier lieu par les entreprises, sachant que, comme on l'a dit, c'est clairement une montée en gamme de tous les critères. Donc, quand on gère ce critère-là, on essaye de ne pas éroder la résistance à une maladie X ou ni même le potentiel de rendement, quoi. Mais je pense que c'est vraiment l'enjeu majeur. D'accord, l'enjeu de demain, ouais, c'est vraiment le changement climatique et donc d'avoir une meilleure résistance à la fois à la sécheresse et aux conditions climatiques extrêmes, souvent plus la chaleur que le froid, je suppose. Oui, ou l'excès d'eau. Voilà, l'excès d'eau aussi. Ouais. D'accord. Et probablement des accidents climatiques à la fois plus extrêmes et en même temps plus fréquents, hein, qui peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. Donc, du coup, effectivement, il y a cette notion un peu de plasticité des variétés, finalement, avoir des variétés qui sont plus justement capables de rebondir un peu dans des situations aussi extrêmes que tout d'un coup très froid ou tout d'un coup très chaud, etc. Il y a aussi un travail important qui est fait sur tout l'aspect nutritionnel, hein, sur tout l'aspect. Tu parlais du goût tout à l'heure, donc ça c'est un point plus comment dire sensoriel, etc. Mais c'est pas forcément l'aspect nutritionnel. Et il y a aussi l'aspect nutritionnel qui est effectivement d'avoir tout un travail sur les qualités d'huile, par exemple chez certaines plantes, chez les plantes oléagineuses, des qualités d'amidon chez les plantes, chez les céréales qui permettent effectivement de répondre à des besoins de transformation agroalimentaire différents, selon qu'on est en blé pour la panification ou au contraire pour tout ce qui est biscuiterie, etc. Donc là aussi, il y a les utilisations aussi d'amidon pour des produits de type plus industriel, comme les bioplastiques, par exemple, hein, ou des choses comme ça. Donc ça, ce sont effectivement d'autres utilisations. Il y a tout un travail aussi intéressant qui se fait sur les plantes d'interculture, hein, donc tout ce qui est couverts végétaux, etc. Où, bon, il y a effectivement des obligations réglementaires qui existent maintenant, mais au-delà de ça, on peut aussi se dire, enfin certaines entreprises se disent que ces plantes-là, finalement, elles peuvent aussi être sélectionnées aussi pour ces caractères-là, c'est-à-dire que pour leur capacité effectivement, à capter l'azote résiduel dans le sol, ou au contraire à avoir un pouvoir couvrant qui fait que du coup, elles vont très vite couvrir le sol et que finalement, pas laisser la place aux adventices pour émerger. Donc, ce travail-là est aussi en cours. De même que tout ce qui est association, en fait, donc soit des associations variétales d'une même espèce, soit des associations de plusieurs espèces. Alors, ça, c'est beaucoup le cas, notamment chez les fourragères, hein, où on sait qu'il y a il y a des interactions, évidemment, au champ entre les différentes espèces, sans parler de la valeur nutritionnelle pour les animaux qui sont ensuite amenés à pâturer ou à être nourris à l'étable. Donc ça, c'est un travail aussi qui est important, de ce travail d'association variétale ou d'espèces. Ok. J'avais pu voir un petit peu au niveau de la vigne, entre autres en allant visiter chez Émilie et Benjamin, qu'ils allaient implanter des nouvelles vignes qui avaient des caractères, donc entre autres de meilleure résistance au mildiou, hein, tout simplement. Parce que c'est vrai que c'est une grosse problématique. J'imagine que voilà, cette histoire de résistance aux maladies, moi j'ai pu le voir aussi sur le mildiou, sur de la pomme de terre en bio. Concrètement, on arrive à avoir des résultats qui sont quand même étonnants par rapport à ce qu'on a en production classique, hein, sur des variétés comme les alliances qui sont quand même beaucoup plus résistantes que ce qu'on peut voir. On a quasiment des variétés de pommes de terre qui seraient à la limite presque pas à traiter, quoi. Et est-ce que cette évolution, on va le retrouver encore plus régulièrement, et est-ce que le fait de le travailler pour la production bio va aussi j'allais dire, permettre de servir aussi la production conventionnelle qui va être de plus en plus raisonnée pour pouvoir justement apporter des critères de résistance qui deviennent indispensables à l'évolution des choses, quoi.
Ben, je crois que quand même la recherche de résistance aux maladies, c'est un peu ça a été avec le rendement, le fondement quand même de la recherche des sélections. Hein. Donc, ça n'est pas que parce qu'on arrive à des demandes en bio de plus en plus importantes que les semenciers accélèrent, parce que ça a toujours été vraiment on va dire dans l'ADN des sélectionneurs que de rechercher ce type de résistance. Après, de là, imaginer qu'on aura des plantes qui vont être tout à fait autonomes pour se protéger, ça paraît peut-être un peu illusoire, d'autant qu'on voit bien que les maladies et les ravageurs mutent vite, sans doute trop vite par rapport au temps de la sélection, hein, c'est la réalité. Donc, c'est là que le retour peut-être à davantage d'agronomie, des rotations un peu plus longues et les couverts qu'indiquait Emmanuel sont des moyens justement de venir lutter. C'est peut-être pas tant la résistance en tant que telle que l'association d'autres espèces qui va offrir de nouvelles portes de sortie face à des pressions qui, avec le changement climatique, vont sans doute pas se réduire. D'accord. C'est vrai que c'est un ensemble de phénomènes, donc ça ne peut pas se réduire à simplement un choix, j'allais dire, et je pense qu'on va devoir, en tant qu'agriculteurs, nous tous, tout simplement utiliser tous les leviers qu'on aura en parallèle. Et c'est vrai que je ne suis pas étonné, mais je trouve que c'est intéressant que vous disiez que voilà, même les intercultures commencent à devenir intéressantes. C'est vrai qu'on voit qu'il y a un marché. Après, la question qui me vient, c'est est-ce que j'allais dire, les semenciers s'y intéressent parce qu'il y a un marché économique. Alors, j'imagine que ce n'est pas des sociétés qui font ça pour le bonheur et pour le plaisir des gens. C'est des sociétés économiques aussi qui doivent gagner leur vie. Ou est-ce qu'il existe d'autres sources, j'en sais rien, des mécénats qui font que dans la recherche, parfois, on s'oriente sur des choses qui sont pour l'instant pas économiquement viables? En fait, clairement, effectivement, les entreprises sont des acteurs économiques, hein. Donc, ça veut dire que c'est pas des œuvres philanthropiques, c'est pas non plus leur objectif, même si elles ont par ailleurs des actions de type RSE, responsabilité sociétale, etc. Mais voilà, donc effectivement, je dirais que un projet de développement, il faut qu'il ait une rentabilité économique, qu'elle soit. Ensuite, alors je ne sais pas si toutes les entreprises fonctionnent de la même façon, mais en tout cas, je sais que certaines d'entre elles fonctionnent comme ça. Elles ont effectivement une partie du travail, notamment des sélectionneurs dont on parlait tout à l'heure, qui est libre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui ont une petite partie de leur temps où ils peuvent effectivement investiguer des champs ou des domaines sur lesquels il n'y a pas forcément le cahier des charges, puisqu'on en parlait tout à l'heure, voilà. Et parfois, effectivement, il y a des résultats assez surprenants parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui émerge et qui trouve un intérêt. Et finalement, ça trouve un intérêt si effectivement il y a en face, quelque part, ça répond à une demande. S'il n'y a pas de demande, de toute façon, la question se pose même pas, quoi. On a par exemple, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais dans les développements aussi, on a tout ce développement actuel avec certaines entreprises qui avaient développé des gammes, par exemple, de gazon assez particuliers, capables de résister à des conditions de piétinement ou à des conditions, etc., et qui aujourd'hui trouvent un vrai développement dans l'aménagement urbain. Par exemple, toutes les pistes de tramway qui sont enherbées, donc effectivement, ça a des valeurs des vertus pour étouffer le son du tram, etc. Par exemple, il est interdit de désherber les cimetières maintenant. Eh bien, voilà, donc il y a des sociétés qui avaient des solutions, alors qui n'ont pas forcément été faites au départ pour les cimetières, on est d'accord, mais n'empêche qu'elles trouvent des débouchés aussi dans ces évolutions réglementaires. Tu parlais de la vigne. La vigne, elle est de moins en moins sarclée et de plus en plus enherbée. Donc, on a là aussi certains adhérents de l'UFS qui proposent des solutions d'enherbement interrang pour la vigne, par exemple. Ok. On en revient quand même à l'idée qu'il y a une écoute, hein, a priori, et une attention particulière à ce dont les agriculteurs ont besoin, parce que l'idée, ça reste quand même d'offrir des solutions d'ordre agronomique qui soient économiquement viables. C'est pour l'agriculteur, puisqu'il doit s'en sortir à la fin avec
avec un rendement, voilà, donc c'est ça qui est un petit peu le fondement du métier Et des peut-être une semenciers. diversification, effectivement, au-delà de l'agriculteur, puisque là, je donne un exemple sur les cimetières et les tramways. Donc là, ce n'est pas des agriculteurs, c'est des collectivités locales ou territoriales. Mais donc là aussi, l'écoute vers les besoins des collectivités, elle est là. Ok, ok. Non, mais l'idée me plaît. Alors c'est vrai que de toute façon, il faut rappeler que l'agriculture est une activité économique, donc forcément j'allais dire les fournisseurs et puis la filière travaillent forcément aussi dans ce sens-là. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que de toute façon, dans les chercheurs, j'imagine que ce sont des gens passionnés parce que c'est des métiers qui doivent être prenants et qui nécessitent certainement, bon voilà, pas mal d'études entre autres, et puis surtout de la recherche, de la précision. Enfin moi, c'est le genre de truc que je n'arriverais pas à mener parce qu'à mon avis, ça doit être vraiment très pointilleux. Mais que ces gens-là aussi, il y a forcément une envie d'améliorer les choses, et même si c'est pas économique, sur une partie de leur temps, ils peuvent arriver à faire des recherches aussi qui sont peut-être pas rentables en soi, qui pourraient le devenir à long terme, pourquoi pas, mais qui pourraient surtout apporter quelque chose de plus j'allais dire au monde en faisant évoluer j'allais dire une espèce, une variété sur des critères qui peuvent être intéressants. Enfin, l'idée en tout cas me plaît. Et là aussi, il y a une interaction, il ne faut pas l'oublier, il y a une interaction avec la recherche publique, puisque là, pour le coup, en recherche publique, on va être soit sur de la recherche plus fondamentale, soit de la recherche plus d'amont, effectivement, où il y a tout un travail qui est fait dans le domaine du végétal, en tout cas, qui n'a pas forcément de débouchés immédiats, mais qui peut trouver des débouchés plus tard, enfin des débouchés au sens d'application, dans des variétés qui sont ensuite proposées aux producteurs. Et donc, il y a un vrai partenariat qui existe entre la recherche publique et la recherche privée, justement sur des sujets comme ça. Et ça fait partie justement je dirais des 13% que les semenciers investissent chaque année dans la recherche. Il y a aussi ces actions de partenariat avec la recherche publique. D'accord. La recherche publique, c'est qui les intervenants? C'est essentiellement l'INRAE. bon, Essentiellement. d'accord. Ce que je pensais aussi. Oui, Il y en existe d'autres opérateurs en recherche tu as le CIRAD aussi, alors qui est plus sur les Tout espèces à fait. tropicales, mais pour lesquelles nous, on a un certain nombre d'adhérents qui agissent aussi, qui travaillent aussi donc sur les pays tropicaux, etc. Et donc, on a aussi des interactions avec le CIRAD, oui, tout à fait. Ok, je vais être honteux parce que je suis allé il n'y a pas très longtemps en Guyane pour aller voir justement une activité avec le CIRAD, et s'ils voient le reportage, ils vont dire il ne s'est même pas rendu compte, il n'a pas fait le rapprochement. Mais c'est vrai que je ne pensais pas trop aux semences, mais c'est vrai que c'est aussi leur activité, mais le développement de variétés et puis l'étude aussi de l'implantation, j'allais dire outre-mer, quoi. Ouais, il faut pas oublier que le secteur semencier, c'est le premier exportateur de semences mondial. Donc, ça veut dire que là, une grosse partie des semences qui sont sélectionnées, produites, etc., par les opérateurs français, par des semenciers français, elles sont destinées à l'export et donc inévitablement à des zones de type tropical, etc. Donc, c'est important d'être en phase avec les opérateurs de la recherche aussi dans ces pays-là. Alors pour finir peut-être, parce qu'après, je pense qu'on pourrait encore en parler longtemps parce que le sujet est très intéressant, mais on va devoir clôturer quand même. Voilà, quelque part, c'est un des fleurons de la France aussi. Alors, la France se situe à quel niveau par rapport au monde au niveau des recherches, des exportations? C'est vraiment un très gros opérateur. On perd j'allais dire, de l'attractivité par rapport à nos recherches, ou on en a toujours autant par rapport à avant? Alors, oui, donc Emmanuel vient de le dire, on est quand même premier exportateur mondial, premier producteur européen donc en termes de surface, ce qui est non négligeable. Après, on a effectivement je dirais un accueil pour la recherche en France qui est plutôt favorable, ce qui explique qu'on ait un certain nombre d'entreprises étrangères qui viennent s'implanter et qui profitent et du savoir-faire, je dirais, français des agriculteurs, mais aussi des liens avec la recherche publique et puis de la structuration un peu du territoire qui fait qu'on est capable de produire des semences de plus de 70 espèces sur notre territoire, alors qu'on a un territoire qui est relativement restreint si on le compare à d'autres. Donc il y a cette dynamique-là, et
qui est plutôt positive, hein, puisque on a de mémoire plus 13% d'exportation depuis 2013 en valeur pour les semences produites en France. Donc, c'est un fleuron qui se porte bien. Et je soulignerais que parmi les intrants agricoles, c'est quand même celui qui aussi qui génère de la valeur pour les agriculteurs multiplicateurs qui ont la possibilité, qui sont pleinement intégrés dans la production de semences, et ce qui permet de générer un revenu complémentaire pour eux, au-delà d'une activité qui est technique et passionnante pour ceux que j'ai pu rencontrer, qui sont souvent très contents d'en parler et d'exposer à quel point c'est valorisant de faire des semences. C'est vrai que je l'avais déjà ressenti. Donc, on n'a pas à se plaindre. On est un peu la Silicon Valley de la semence, si on veut comparer aux États-Unis et les startups. Et de façon pas anecdotique, hein, le secteur semencier contribue aussi de façon très importante dans l'excédent commercial de la balance agricole française. Hein. Donc, c'est pas loin d'1 milliard d'euros chaque année de contribution pour un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros généré par le secteur. Donc, ils font travailler des Français, des agriculteurs, et puis et dans les territoires. Générer de la recherche qui ne sont pas forcément, qui sont pas délocalisés ou délocalisables facilement. Tout au moins, si on cherche à investir chez nous, c'est qu'on a vraiment des beaux éléments. Bon, on va passer à la deuxième partie, donc plutôt à la partie magazine, que je vais faire assez court parce que c'est vrai qu'on a déjà bien discuté, je pense mais ça vaut franchement le coup. Je me demande si on ne refera pas un épisode ultérieurement pour reparler de certains sujets plus en détail, mais bon, en tout cas, c'est vraiment très enrichissant. Donc là, on va passer tout simplement à la deuxième partie, donc la rubrique plutôt magazine. Alors, je ne vais pas faire le tour de France des cultures actuellement, vu qu'on est plutôt un peu, je ne vais pas dire en hibernation, mais bon, c'est plutôt calme. Et comme j'allais dire, je n'ai pas en face de moi des agriculteurs, on va pas voir ce qui se passe dans les parcelles. Je pense que tous les champs sont un peu au calme en ce moment. On va passer directement donc, sur la partie que Ternet nous propose, donc avec les 3 articles qu'on va pouvoir regarder. Donc, je vais partager tout simplement mon écran. Voilà. Alors, je les ai parcourus rapidement. Donc voilà, un des articles qui a été mis en avant, c'est tout simplement le plus lu de la quinzaine, c'est des millions d'euros d'aide agricole détournés, un scandale européen. Alors apparemment, donc c'est le New York Times qui a révélé ça, une enquête qui dévoile tout simplement un détournement d'une large partie des aides de PAC. Alors plutôt a priori dans les pays de l'Est, hein, ça n'a pas l'air de nous concerner, mais voilà, ça a posé sujet, ça a fait, j'allais dire, lire pas mal de monde. Voilà cet article qui peut-être remet un petit peu encore en question quelque part la PAC et son organisation et sa mise en place. Mais voilà, donc c'est un élément assez important. Ensuite, deuxième sujet donc, qui est le plus lu de la quinzaine, donc sur WebAgri, tout à l'heure c'était sur Ternet. On a moitié brune, moitié Holstein pour un troupeau productif et facile à conduire. Donc là, on part dans la partie d'élevage, donc avec un GAEC voilà, dans la Manche tout simplement, qui a plutôt mixé voilà, pour une recherche d'améliorer les taux et donc le paiement de son lait, plutôt mixé des vaches Holstein avec une race qui a certainement des meilleurs taux pour la production de lait. Voilà, quelque part, on pourrait certainement trouver des similitudes avec les semences parce que là, on va aller rechercher 2 qualités sur… voilà, mais on en reparlera un peu avec nos invités. Et puis, le dernier article qui est tout simplement au cœur des sols, donc un label pour valoriser les fermes en agriculture de conservation. Donc, c'est essayer de mettre en avant voilà, cet outil-là tout simplement en disant il y a peut-être une troisième voie entre le conventionnel et la bio, il y a peut-être à mettre un label pour valoriser les fermes en agriculture de conservation des sols. Je pense que c'est intéressant comme point de vue et ça peut permettre peut-être de trouver une voie annexe où voilà, le phyto ne serait pas considéré comme à bannir, mais tout simplement comme un outil qui permet aussi de valoriser et pas partir peut-être dans l'extrême de la bio que je ne pense pas, voilà, je pense pas que tout le monde puisse y aller, mais l'agriculture de conservation des sols, à mon avis, a des atouts à mettre en avant là-dessus. Bon voilà, j'arrête mon partage. Alors, est-ce que vous, dans ces articles-là, il y en a un qui vous a, voilà, qui vous fait réagir ou qui vous porte à dire quelque chose ?
Peut-être sur le deuxième, là, sur l'article moitié brune, moitié Holstein, c'est vrai que bon, c'est pas du tout notre secteur, l'élevage n'est pas du tout notre secteur, mais on peut réagir effectivement en se disant que faire le parallèle avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur le travail que font certains semenciers, effectivement, d'associer des variétés ou des espèces, enfin, des variétés d'une même espèce ou d'espèces différentes, parce qu'elles apportent chacune des complémentarités. Et encore une fois, c'est un travail, c'est en rapport avec le sujet de l'élevage, mais c'est un travail qui est fait de façon très courante en sélection de plantes fourragères. D'accord. Donc, il y a une similitude, j'allais dire. J'imagine que vous avez une similitude avec la recherche qui peut être faite en matière d'élevage, j'allais dire globalement, quoi, dans les recherches de caractère précis, euh, peut-être de production ou de qualité, j'allais dire, qui vont être demandées par un transformateur, quoi. Avec peut-être une durée j'allais dire, d'évolution là encore plus longue que vous en termes de culture, quoi, parce que là, les cycles pour la recherche sont peut-être encore plus longs, quoi. Oui, ne serait-ce que le temps qu'un animal arrive à l'âge de la reproduction, ne serait-ce que ça. Bon, il y a pire, hein, il y a les arbres, il y a la vigne, enfin, on Mm. est sur des cycles très longs. Ouais, non, mais c'est sûr qu'on arrive à des choses. Arboriculture fruitière aussi, notamment, etc. Ouais, là, on a des cycles. Ouais, c'est vrai que la vigne, on en avait parlé. C'est des cycles de recherche qui sont hyper longs, forcément, parce que Oui. pour arriver à repérer aussi, bon, voilà. Mais en tout cas, il faut continuer, je pense, à le faire. Alors maintenant, dernier petit mot, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc, j'ai noté que le site de l'UFS semencier, voilà, dont je mets le lien ici en dessous, va être rénové d'ici quelques jours, c'est ça? Quelques jours. Oui, tout à Quelques jours. Voilà, donc pour l'instant, fait. c'est encore l'ancienne version, mais bon, voilà, on peut aller y jeter un œil pour retrouver un peu de différents éléments. Et on peut, alors vous n'avez pas de stand au SIA, au prochain salon de l'agriculture, mais vous êtes représenté par les interprofessions, c'est bien ça? Oui, tout à fait. On a donc notre interprofession qui est le GNIS, euh, donc, dont nous sommes une des composantes au même titre que les agriculteurs utilisateurs de semences, les agriculteurs multiplicateurs et les distributeurs. Voilà, donc, nous représentons un des maillons de la chaîne et effectivement, on sera présent, enfin, certains de nos élus seront présents pour échanger, hein, comme on le fait ici, en fait, pour présenter un petit peu le travail qui est réalisé autour des semences et puis dialoguer et faire connaître ces métiers qui, on l'a vu un petit peu, apportent un certain nombre de solutions et des solutions qui, à mon avis, en tout cas, sont plutôt en adéquation avec les attentes sociétales, enfin, ou même de nous-mêmes en tant que citoyens. Donc, c'est là que c'est intéressant, je pense. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le centre du GNIS pour en discuter. Ok, ok. Bon, très bien. Et sur ces bons mots, donc ceux qui vont au SIA, on pourra aussi s'y retrouver. Alors moi, j'y vais uniquement les 3 derniers jours, normalement le vendredi, samedi et dimanche. Donc ce serait plutôt visible le samedi et le dimanche. Alors je vais pas sur le stand du GNIS, mais je vais sur le stand de l'UNPT. Donc voilà, qui est peut-être un peu un parallèle aussi, parce qu'il y a quand même, je pense, pas mal de parallèles au niveau du végétal là-dessus. Le samedi, tout simplement pour parler un peu de pommes de terre. Donc voilà, ceux qui seront présents, vous pourrez m'y retrouver aussi pour ce salon de l'agriculture. Donc là, ce sera le samedi, le dernier samedi. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour cette intervention et puis tous ces riches enseignements. Voilà, et puis donc nous, on se retrouvera tout simplement dans 15 jours donc pour un autre rendez-vous agri. Alors là, le sujet, je pense que ça sera justement sur les appellations d'origine contrôlée. J'ai fait appel, donc, alors ça y est, j'arrive pas à retrouver le nom de la structure, mais bon, c'est pas grave, on la retrouvera, mais on va parler des AOP, des AOC, voilà, de tout ce qui est label, tout simplement, parce que c'est important aussi en agriculture, je pense. Bon, merci Guillaume. Ça y est, j'ai perdu le fil de mon cours. Merci Emmanuel et puis merci Guillaume. Avec plaisir. Et puis voilà, donc à bientôt À bientôt. À À bientôt. bientôt. Merci. Merci. Et à bientôt sur le rendez-vous agri et puis sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, ciao. Au revoir.